Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup de nous rejoindre cet après-midi sur ce webinaire organisé par Le Moniteur. Je suis ici dans les locaux de Orange Business Service avec mes collègues Gabriel Chegaray, directeur du Smart Building, Nicolas Ibrahim, business developer sur le Smart Building, et donc moi-même, Lauren Chin, business manager. Et nous allons parcourir avec vous un sujet qui est bien plus que d'actualité, qui est comment répondre aux nouveaux enjeux des bâtiments de bureaux, notamment par rapport à la conciliation du travail hybride, du bien-être des employés et de leur productivité. Alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que veut dire le travail hybride. Travail hybride, ça veut dire pouvoir travailler depuis chez soi, depuis un site professionnel ou encore d'un tiers-lieu, de tout autre lieu. Donc avant de commencer, juste indiquer que vous devriez apercevoir sur la droite de votre écran un onglet où vous pouvez poser des questions, un chat participant. Donc nous allons monitorer ce chat de façon régulière et prendre un temps de pause entre chacune des 3 sections que nous avons préparées pour vous, pour regarder les questions et y répondre. Nous avons aussi préparé quelques petits sondages afin d'émailler, d'égayer ce webinaire. Et on espère que vous y répondrez tous avec entrain. Et donc, sans plus attendre, je souhaiterais lancer ce premier sondage que vous voyez là apparaître devant sur votre écran. Donc, on a pensé que ce serait assez intéressant, histoire de vous mettre dans le bain aussi de nouveaux modes de travail, notamment en mode de travail hybride, de vous demander d'où est-ce que vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que c'est depuis chez vous, depuis votre site professionnel ou depuis un tiers-lieu ou encore un espace de coworking ou encore tout autre espace ou voire même aucun des trois. Vous avez une trentaine de secondes, il me semble, pour répondre à ce sondage et je partagerai avec vous les réponses. Je pense que ce sera assez intéressant de voir, d'ailleurs, je les vois déjà qui s'affichent sur l'écran de contrôle à droite et les premières réponses montrent qu'on a à peu près 80% des participants qui sont chez eux en cet instant même et 20% qui sont depuis leur site professionnel. Sachant que l'autre réponse, tiers-lieu ou espace de coworking, il n'y a personne, et puis aucun des trois, pas de réponse non plus. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette participation, cette mise en jambe. Donc l'idée était vraiment d'utiliser ça pour illustrer en fait cette première partie qui va se concentrer sur les tendances des nouveaux modes de travail et des différents espaces de collaboration qui en découlent. En termes d'environnement de travail, ce qu'on observe, c'est vraiment un changement de paradigme très, très marqué. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, on avait à peu près 50% des salariés qui n'avaient jamais expérimenté le télétravail. Et dans cette autre moitié de salariés qui avaient déjà expérimenté ce télétravail, seuls 7% l'ont fait de façon régulière. Donc ça veut dire vraiment une petite minorité des travailleurs qui ont l'expérience du télétravail. Et là, on partage avec vous des résultats d'études qui ont été conduites en 2020, en 2021 plus récemment au début de l'année, que ce soit sur un scope France ou un scope plus international. Ce qui apparaît très clairement, en fait, vous voyez, entre 84 et 85% en faveur de la poursuite du télétravail. Et ce suit que ce soit du côté des DRH ou que ce soit du côté des employés. Donc vraiment, cette envie de continuer à pouvoir travailler de chez soi ressort très très nettement. Une autre tendance qui ressort est qu'en fait, au-delà de pouvoir continuer le télétravail, l'idée est vraiment d'allier le télétravail et la venue sur site professionnel. Donc ce mode hybride que je mentionnais en début de webinaire. Donc, en fait, ces enseignements que l'on peut en tirer, c'est que ce passage au télétravail forcé à cause de la pandémie a vraiment fait sauter ces derniers verrous de managériaux ou opérationnels par rapport à travailler chez soi.
Un autre enseignement, c'est de poursuivre donc cette ouverture vers le télétravail, et ceci quel que soit le type de métier, et que donc on se dirige vraiment vers un avenir qui sera hybride. Alors, ce que je voulais ensuite partager avec vous, c'est parmi ces nouvelles façons de travailler, évidemment, cela va avoir un gros impact sur donc la façon de travailler, mais aussi sur l'environnement de travail lui-même. Et donc, il y a des conséquences pour tous ces acteurs du secteur du bâtiment tertiaire. En termes d'impact, donc le premier impact que je relevais, c'était ce recours massif au télétravail, ce qui soulève vraiment une problématique de formation, c'est-à-dire comment encadrer, structurer cette nouvelle façon de travailler qui est depuis chez soi, et de la combiner avec une façon de travailler traditionnelle qui est d'être sur site. Et donc cela passe vraiment par la formation des managers, probablement un changement aussi un peu de façon de manager, et peut-être plutôt par objectif, et ceci afin de concilier vraiment les différents espaces, environnements de travail. Donc cela peut donner lieu à une transformation culturelle en fait au sein de l'entreprise, puisqu'on voit que le télétravail peut maintenant vraiment toucher les différents métiers. Et donc cela nécessite un vrai accompagnement, une vraie structuration au niveau stratégie RH de l'entreprise. On voit aussi des modes de fonctionnement collectif où il y a certaines nouveautés, c'est-à-dire que on doit s'assurer qu'on garde ce lien social en fait entre les employés, leurs managers, l'encadrement, ceci qu'ils soient depuis chez eux ou bien depuis leur site professionnel, voire même depuis un tiers-lieu. Et donc il faut penser à comment aménager, comment développer des espaces, qu'ils soient existants ou futurs, et leur permettre de s'adapter à une évolution constante en termes de usage de l'environnement de travail. Donc cela veut dire penser à des espaces qui vont être dédiés à de la collaboration d'une part, ou des espaces qui vont être dédiés à de la concentration, et ceci tout en créant en fait des lieux de rencontre et d'animation du collectif, toujours pour maintenir cette culture d'entreprise, ce lien social dans l'entreprise. Puisque un des risques que l'on a vu se développer, et en tout cas remonter par différentes études, c'est bien qu'il y a une dichotomie en fait entre les managers et puis les gens qui sont managés, où cette période de travail chez soi forcé, du point de vue des managers, a été plutôt assez, enfin bénéfique, en tout cas pas problématique. Ils ont pu continuer à travailler comme ils le souhaitaient, alors que d'un point de vue manager, là, cette période était plutôt plus difficile en fait à appréhender. Il y avait une vraie coupure par rapport aux collaborateurs des autres équipes. Le réseau professionnel au sein de l'entreprise s'est vraiment beaucoup réduit. Et donc cette dichotomie, c'est un vrai risque, un vrai écueil qu'il faudra savoir manager et contourner dans le futur. En termes de messages et donc de ce que ça signifie pour les acteurs du secteur du bâtiment tertiaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle approche en fait donc de ces bâtiments, où on va plutôt être orienté sur le service à l'occupant, voire même un bouquet de services pour les preneurs, et non plus seulement une location. Et donc on voit aussi l'émergence de nouveaux usages tels que de corpo working ou du coworking. Et enfin, en termes utilisation de l'espace, pour vous donner une indication, on voit que le recours au télétravail de 2 jours par semaine donne lieu à environ 27 de gains en mètres carrés. Vous verrez plus tard, Gabriel vous présentera une étude sur le ROI de façon un petit peu plus détaillée. Donc je parlais de ces nouveaux espaces de travail. En fait, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on essaye de combiner différents types, que ce soit individuel, un espace collaboratif, un espace hybride. L'idée, c'est de pouvoir jouer sur les avantages de différents types de lieux. Donc, par exemple, espace individuel, on va
pouvoir travailler de chez soi, mais aussi depuis le site professionnel, dans une bulle individuelle, dans un bureau de passage, voire même dans un bureau fermé. En termes d'espace collaboratif, là, ça va plutôt se passer sur le site professionnel, et donc on va avoir voir l'émergence, de différents types d'espaces comme des hubs d'idéation pour vraiment favoriser cet échange collectif, cette innovation entre les collaborateurs. Et enfin, des espaces hybrides qui va permettre de gérer en fait ce besoin d'adaptabilité constante aux usages, puisque ce mode de travail hybride commence à arriver, et donc il va falloir un certain temps d'observation pour caler en fait les superficies qui vont être allouées soit à des espaces individuels, soit à des espaces collaboratifs, et cela se traduira par les espaces hybrides avec des box par exemple pour des conférences téléphoniques ou bien des vidéos. Je passe la main à Nicolas pour vous renseigner sur le parcours utilisateur. Lorraine, je te propose de voir les quelques questions qui ont été posées. Ah oui, bien sûr. Qu'on comprenne vos questions, c'est bien que vous posiez au fur et à mesure, comme ça on peut regarder, et beaucoup de ces questions, à mon avis, vont être traitées dans la suite. Mais première question, que pensez-vous du flex office? Comment le proposer, le faire accepter? Et le télétravail a considérablement modifié l'utilisation des bureaux, autant rationaliser les coûts. Alors ça, je pense que c'est une question que Nicolas va adresser dans sa partie en termes de parcours utilisateur, justement, comment est-ce qu'on utilise, on met en place ce flex office, comment est-ce que on permet une appréhension en fait de cette nouvelle façon de travailler plus facile, plus confortable pour les collaborateurs. Donc là-dessus, je vais essayer de pas gâcher peut-être la partie de Nicolas. D'ailleurs, il me semble qu'il va y avoir un sondage sur ce sujet-là. Donc peut-être passer à la question juste après. Très bien, oui, tu as raison. Et la question suivante, c'est: le bureau individuel standard a-t-il encore un avenir? Une mixité espace partagé et bureau individuel classique est-elle envisageable ou obsolète? Et tu y as en partie répondu, en tout cas c'était un peu le dernier volet de ton propos. Là, peut-être ce que je peux dire très rapidement, c'est que en fait, il va quand même y avoir pas mal de situations un peu pour chaque entreprise, en fonction de sa propre culture, de l'appétence de ses employés à aller vers un type d'organisation du travail plutôt qu'un autre. Et donc, c'est justement pour ça qu'il faut réussir à proposer aux entreprises des solutions qui permettent d'être flexibles et d'allier ces possibilités d'offrir du flex office, donc des bureaux de passage non assignés, mais aussi de proposer des bureaux assignés. Je pense notamment aux fonctions juridiques ou RH où il y a parfois un gros souci de confidentialité et où les accès même sur les plateaux sont parfois restreints et avec un contrôle d'accès spécifique. Donc voilà, il va falloir permettre d'allier en fait ces différentes contraintes, et ce qui va donner lieu donc à des situations un peu spécifiques entreprise par entreprise. Oui, tout à fait, Lorraine. C'est plutôt métier par métier également, comme tu viens de le préciser. À dire également que l'histoire a été accélérée dans cette dernière partie. C'était sur une pente assez régulière. Il y a à peu près, ça a commencé après 6 ans. Les entreprises ont commencé à repenser un peu l'aménagement de l'espace de travail. C'était une formidable accélération la dernière période pour rentrer dans une nouvelle ère. C'est une ère qui sera hybride, qui ne sera pas exclusif, c'est-à-dire c'est pas uniquement hybride et tout le monde est en flex. Il y aura un aménagement classique, il y aura peut-être des bureaux qui vont rester fermés, mais on verra que l'idée de partage, c'est vraiment l'idée prépondérante actuellement. Et tout se passe par une utilisation de parcours. C'est-à-dire les gens, quand ils vont travailler, les différentes personnes, on avance également par analyse de personnes, de métiers divers et variés. Qui sont ces métiers, comment les gens vont se croiser, à quel endroit, à quel moment,
Et tout cela, c'est étudié pour finir avec des parcours et finalement, ce qu'on dit la Smart Experience, l'expérience team, l'expérience la plus bénéfique, c'est celle qui va répondre à tous les besoins. Donc, il y aura plusieurs ramifications dans cette expérience pour répondre à des besoins divers et variés des personnes et des métiers. Quand on va analyser cela, voilà. Hop, je suis allé trop loin. Le retour dans les locaux. Tout le monde se pose la question, maintenant que presque on a tous expérimenté le télétravail, qu'on vient de montrer le sondage et qu'on a tous expérimenté un jour ou un autre, quelle serait la motivation principale, les motivations pour revenir sur le site de travail? Orange Consulting, ils ont fait un travail de sondage auprès d'une trentaine d'entreprises de différentes tailles, de grandes entreprises, d'entreprises de taille moyenne, avec les dirigeants, avec les DSI, avec les RH, avec parfois les représentations syndicales et quelques utilisateurs, pour essayer d'imaginer c'est quoi l'impact du télétravail. Donc, si vous êtes intéressé par ce livre blanc, faites-le nous savoir, on fera un plaisir de le partager avec vous. Un des résultats qui était montré, c'était il y a 3 raisons majeures pour revenir sur le site de travail. Je commence par le lien social. En bas à gauche, tout le monde a besoin de ce lien social, c'est ce qui ressort le plus. On a besoin de voir les collègues, de se sentir le lieu de travail, de se motiver avec les autres, de boire un café ensemble, de partager cette vie, sachant qu'on passe plus de temps dans l'entreprise ou sur le travail, sur le lieu de travail qu'on passe chez soi. Deuxième besoin, deuxième motivation, c'est chercher les compétences. Les compétences, il y a des compétences un peu identifiées. Voilà, j'ai besoin de RH, je vais voir mon RH, j'ai besoin de DSI, je vais voir l'IT. Après, il y a les compétences cachées. C'est ça qui est un peu dilué quand on fait une analyse un peu traditionnelle. On a fait une analyse, surtout chez nous Orange, avec le data mining, avec l'intelligence artificielle, pour déterminer quels sont les process mining, quels sont les process cachés que les gens ils ont instaurés quand il y a un projet. Voilà, on contacte une personne parce qu'on sait qu'elle est compétente sur ce domaine, sans que par soit étant identifié dans le projet. On appelle parce qu'on connaît cette personne. On cherche les compétences qui sont cachées. C'est ça qu'on revient chercher également sur le site de travail pour aller dialoguer avec un tel, pour aller poser une petite question, comment cet outil fonctionne, ah j'ai oublié ceci, est-ce que tu peux le montrer, sans que ça soit identifié au niveau hiérarchie et au niveau gestion de projet global. Donc les compétences cachées qui sont primordiales pour faire avancer les projets. Et on vient chercher l'ambiance. L'ambiance, c'est au-delà des fauteuils, de Wi-Fi, densité et tout cela, c'est l'ambiance qui motive à aller travailler. On prend toujours l'exemple quand on était jeune, on avait des cours, des examens à préparer. Au lieu de rester tout seul dans son piole, on se met à 2, 3, 4. On se met à la bibliothèque, on se met sur la terrasse de café. Maintenant, c'est ouvert dans un café. On se met ensemble pour se motiver, pour se donner de l'avant, pour poser une petite question quand on est bloqué. Mais cette ambiance de collectif qu'on cherche également quand on revient sur le site de travail. Donc, en gros, les réponses tournent autour de favoriser l'échange entre les collègues pour des objectifs sociaux et également de compétences et de performance. Avec ces 3 raisons majeures de revenir sur le site, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, pour on va travailler sur 3 axes également différents pour faire une transformation digitale de l'environnement de travail, pour répondre à ces attentes, lien social, les compétences, l'ambiance. On va travailler avec les utilisateurs. Il y aura un changement formidable, ce que Lorraine disait en préambule. Il faut accompagner les gens pour trouver les bénéfices de ce qu'on va proposer comme environnement, comme service, pour les accompagner dans leur parcours, ce que je viens de montrer dans quelques slides. Donc, il y a un travail de conduite au changement à faire avec les utilisateurs. Il y a également les services à déployer, les services de connexion, de collaboration sur place et à distance, de partage, des services digitaux, voire des services pas digitaux, mais nous, on est sur les services digitaux, à faire déployer, à faire promouvoir auprès de ces utilisateurs. Et après, il y a également l'espace. L'espace à retravailler. On a posé la question, est-ce que l'espace privatisé versus l'espace collaboratif? Donc, l'espace, avec les space planners, avec les architectes d'intérieur, on commence à travailler avec eux pour dire comment on prépare l'espace pour accueillir les personnes, pour répondre à leurs enjeux qu'ils ont identifiés par les sondages. Comment on minimise un peu l'espace privatif au détriment, au bénéfice de l'espace collaboratif. C'est cet équilibre qu'on travaille avec les space planners et notamment introduire les différents services digitaux pour que tout l'espace soit compréhensible de la part des utilisateurs
Et là, on passe d'un paradigme en disant est-ce que c'est 12 mètres carrés, c'est 10 mètres carrés par personne, pour dire l'espace complet, 1000, 2000, 5000, 17 000, 20 000 mètres carrés, c'est à la disposition de tout le monde. Chacun peut utiliser la totalité de l'espace pour travailler comme elle ou il s'entend travailler. Avant de passer là-dessus, j'aimerais bien également lancer un deuxième sondage qui est quelles sont les craintes, je vais lancer, quelles sont les craintes que vous avez en tant qu'utilisateur de Bureau Flex? On a vu, on a parlé de parcours Flex. Est-ce qu'il y a des craintes qui ont été identifiées? Est-ce que vous pouvez nous répondre un peu? Je vous laisse quelques secondes. J'ai peur, je n'aimerais pas. Enfin, il y a des craintes. Enfin, des craintes, normalement, c'est négatif. Donc, le but, c'est vraiment de les identifier. Usine à gaz, oui, c'est vrai. On se perd. Tiens, ça commence à rééquilibrer. On peut équilibrer entre une usine à gaz, ça veut dire quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, et une crainte de dépersonnalisation de l'espace. Quand je suis privé de mon espace de travail, il y a également j'ai peur que l'on réduise l'espace et que je trouve plus de bureaux le matin. Ce que j'appelle, moi, se garer centre-ville le samedi soir. J'arrive au bureau et je ne sais pas où aller, je ne sais pas où me mettre pour travailler. Donc, ce sont des craintes qui ont été identifiées, c'est vraiment essentiellement les craintes qui remontent. Après, il y a les craintes qu'on n'a pas listées ici, les craintes managériales, pardon. Ça, c'est le middle management qui dit, moi, quand je ne vois pas mes collaborateurs, bah, je ne suis pas certain qu'ils travaillent. Même si, avec le confinement, déconfinement à plusieurs reprises, ça commence à s'amendrer. Donc, pour répondre déjà à ces craintes, il faut les identifier dans le parcours. Et le parcours qu'on propose, c'est d'analyser un peu ce qui se passe dans ce travail hybride, parcours utilisateur qu'on doit aborder. Enfin, je pense que tout le monde a expérimenté plus ou moins ce parcours avec des services plus ou moins déployés, absents ou existants. Si on commence à penser comment aller sur le site, donc venir au bureau, on se prépare. On se prépare pour réserver une place, pour éviter la crainte, j'arrive le matin et je ne sais pas où aller travailler, mon bureau déjà qui n'existe plus a été attribué à quelqu'un d'autre et finalement, où est-ce que je me garde? Donc, on planifie, on réserve, on demande des autorisations, on s'organise avec une application mobile, avec une application web, avec le PC, avec différents moyens. L'idée ici, c'est pas de limiter le service à un seul moyen, c'est de le rendre accessible au travers de différents moyens. On peut venir sans réservation. Il faut également lui donner la possibilité de planifier, de trouver où est-ce qu'il y a des positions disponibles. Finalement, on accède. L'accès au bâtiment également, ça vaut la peine de la rendre également mobile, dans le sens de mobilité, surtout quand on travaille, ce que vous voyez en bas, dans l'espace de co-working. Ça veut dire c'est une grande entreprise qui a plusieurs sites et finalement, le collaborateur, il peut choisir le site où il veut aller travailler. Donc, le badge sur le mobile, il a l'avantage d'être géré immédiatement, en DL, comme on dit, qui permet à l'utilisateur, au collaborateur, d'accéder directement au site de son choix. On commence à entrer dans le site, on le connaît ou on ne le connaît pas, des moyens digitaux, application mobile, écran d'affichage d'itinéraire qui vont permettre de s'orienter vers la position de travail. Sur la position qui a été réservée ou trouvée, on s'installe. Vous voyez ici, il y a une petite étiquette qui permet d'afficher le nom, prénom, la photo de la personne qui a réservé cet endroit, cette position de travail. Ça permet de donner un peu plus de personnalisation du site de travail. Vous allez voir dans un des projets qu'on a menés, c'était un point important pour dire finalement, c'est pas n'importe quelle place, même si c'est une position deuxième, troisième, quatrième étage. Du moment où le collaborateur voit une étiquette avec son nom, son prénom, voilà, il rentre plus dans quelque chose qui est fait pour moi. Donc, je m'installe. Des capteurs pour indiquer que la position a été prise. On voit sur le sommet de la courbe d'émotion, là, c'est la collaboration. Les services qu'on utilise actuellement avec BIKIO, de partage, de communication, de visio, avec le site, avec différentes parties, différents endroits du site, le corpo working, le home working, l'inclusion de différents endroits au travers de ces outils formidables qui ont prouvé également leur pertinence et leur robustesse au travers de cette crise.
Également des services pour gérer l'endroit de ces espaces. Sur l'espace également de l'entreprise, on veut aller se concentrer. Donc, on va chercher une petite bulle pour aller s'isoler, travailler sur un projet un peu confidentiel ou qui nécessite un peu plus de concentration. On a également les moyens de trouver un tel espace. Se ressourcer, je ne pense pas que je vais dire une bêtise si je vous dis qu'on a tous pris des habitudes quand on travaille chez soi, de pauses, un peu qu'on peut positionner de temps en temps à des endroits différents, entre deux réunions. On va aller chercher un endroit calme, surtout avec le télétravail de tout le monde à la maison. Donc, on a pris ces habitudes. L'entreprise doit également proposer ces endroits pour que les collaborateurs puissent aller s'isoler, récupérer, se ressourcer un peu avec différents moyens. Ça a été un peu le cas avant, maintenant ça va être de plus en plus le cas. C'est un besoin qui a été identifié. Donc une journée assez typique qui va mener travail personnel, concentration, collaboration, tout en maîtrisant le lieu ou les lieux d'une manière générale, pour après partir et quitter le site, déjà avec le badge mobile de préférence, aller chercher son trajet pour rentrer chez soi, trouver les informations sur la circulation, les transports, faire de covoiturage, de partage, d'autopartage, tous ces moyens qui permettent un peu de continuer ce trajet ou ce parcours en collaboration, en toute tranquillité. Il y a également une tendance, je reviens sur une remarque qui a été faite, le bureau privatisé ou de manière générale les ressources un peu privatisées, que sont les bureaux et les parkings. Il y a de plus en plus maintenant des demandes, comment on peut ajouter ou mettre ces ressources dans le pool pour que tout le monde se les partage. Une personne qui est absente pendant une semaine, bah, elle a un parking, elle a un emplacement, elle peut le mettre en pool pour donner accès à ses collaborateurs pour l'utiliser. Donc, vous voyez, il y a vraiment un parcours qui peut être très complet, très riche, qui inclut le site, les sites de l'entreprise, également le télétravail à la maison, le télétravail dans l'espace de travail tiers, et de plus en plus maintenant le corporate working. Pour un peu schématiser ce parcours, vous voyez qu'il est assez riche, il n'est pas obligatoire d'aller déployer tout en même temps. On l'a pensé également d'une manière un peu plus segmentée. Page suivante. Un peu plus segmenté pour être au plus près de... au plus près des parcours utilisateurs. Je n'arrive pas à passer le slide suivant. En attendant le slide suivant, je peux commencer à l'introduire. On a pensé un peu en trois phases. En trois phases par rapport à deux critères. Le premier critère, c'est voilà. C'est comment on introduit ça dans les bâtiments, c'est-à-dire quel est le degré d'intrusion. Est-ce qu'il faut beaucoup déployer des choses ou on reste en software? Et également, le deuxième critère, c'est quel est l'espace gagné. Là, on parle en TOFLEX. Donc, TOFLEX de 0,8, ça veut dire qu'il y a 8 positions de travail pour 10 personnes. Et ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, on a des demandes avec un TOFLEX de 0,5, c'est-à-dire la moitié de l'effectif à des positions de travail au sein de l'entreprise. Donc, un tel travail, un jour sur deux, à peu près pour tout le monde. Petit à petit, vous allez voir qu'à partir d'un parcours initial, on va monter en complexité, en intégration, en service. Donc, au début, on arrive, il y a quelques capteurs pour montrer où est-ce qu'il y a des espaces disponibles. On va sur un parcours standard avec des fonctionnalités de réservation, de maîtrise de l'affluence avec la jauge, de simplicité pour l'utilisateur final, pour aller vers un TOFLEX de 0,5, là où il nécessite un déploiement de services assez conséquent, de l'interaction entre ces services pour créer le parcours et pour fluidifier le parcours. Plus on monte, plus on fait le TOFLEX. Ce qu'on avait également compris avec le marché et l'étude d'Orange Consulting, c'est que passer de 1%, 100% à 0,8, ça c'est plutôt une problématique RH. C'est-à-dire le 0,8, il est atteint, ou 0,7 même, il est atteint de manière générale. Le taux de remplissage des bâtiments, il va rarement au-delà de 0,7, 0,8 de manière très nominative. Par contre, dire à une personne que vous n'avez plus une position attribuée, ça c'est une problématique RH qui nécessite une problématique organisationnelle par la suite. Aller à 0,5, il y a les deux. Il y a RH, il y a accompagnant, il y a organisationnel, il y a également des services, parce que ce n'est pas anodin de dire 0,5. Il y a l'intégration, il y a vraiment une culture de l'entreprise à faire diffuser avec les services. Donc, le triptyque qu'on a présenté au début, les personnes, les services et le lieu rentrent en jeu également pour atteindre ce TOFLEX de 0,5 avec tous les services qu'on déploie.
On a choisi également trois illustrations pour parler de ces trois services, trois segmentations. Le premier, c'était un projet qu'on a mené avec l'entreprise nationale de distribution de ressources naturelles. C'était mené en 2018, c'est-à-dire avant la crise. C'est peut-être qu'il y a des entreprises qui étaient déjà dans cette mouvance pour dire qu'est-ce que je peux faire pour plus de modernité, d'agilité, transversalité, de flexibilité, et changer les modes de fonctionnement de l'entreprise. Donc, il était avec une position flex qui était amoindrie à l'époque, c'était de 0,8, c'était le balbutiement. Donc, on a déployé des capteurs de présence et de comptage par zone pour dire est-ce qu'il y a des zones qui sont sous-utilisées, surutilisées, faire une indication à l'utilisateur final pour savoir où est-ce qu'il peut aller travailler dans les zones qui sont remplies ou pas remplies. On a déployé également des tablettes tactiles pour les salles de réunion, pour mieux gérer les salles de réunion, parce que les salles de réunion qui sont toujours réservées, pas utilisées, ça c'est quelque chose qui est répandu. Ça crée un désagrément, ça crée un mal-être au sein de l'entreprise, parce que vous savez tous, on cherche une salle de réunion, toutes les salles sont réservées et la moitié sont vides. On a poussé l'interaction avec les outils SI du client. On a rendu les choses visibles avec des systèmes de diffusion, même intégré un système IPTV. Donc ça, c'était le premier cas de figure qu'on a déployé. Pour aller un peu plus, il y a à peu près 1 an et demi, ça c'était également au début, c'était avec une institution publique qui a voulu vraiment changer l'aménagement des 730 collaborateurs. Ils ont profité d'un changement de déménagement, alors que le premier projet c'était sur l'existant, c'était réhabilitation, voilà, les gens utilisaient l'espace, on a introduit quelques services. Là, c'était un projet de déménagement. Ils ont voulu tester le flex sur à peu près 500 positions de travail, ce qui est énorme. Et là, c'était le touche personnalisation avec les petits écrans qui affichent le nom, prénom de la personne qui y a réservé et qui va aller utiliser cet espace de travail. Des écrans pour aider le guidage, avec montrer l'itinéraire. Les écrans également pour les salles de réunion. Une application mobile, donc là on est rentré dans l'environnement vraiment en mobilité pour gérer la mobilité de bout en bout. À cette époque, il n'y avait pas encore le badge mobile, mais c'est en cours de déploiement également. Et dans les salles de réunion, il y avait un projet avec les Microsoft Teams Rooms pour accompagner tous ces salles de réunion avec cette solution. Donc, on a passé un point supplémentaire avec le Flex, la gestion de Flex. Et le troisième qu'on veut partager avec vous, c'est le projet interne Orange, qui a pris la décision il y a plusieurs années maintenant de digitaliser entièrement tous les espaces de travail. Donc, tous les sites tertiaires en France, ça touche à peu près 100 000 utilisateurs, donc un vrai projet d'entreprise. C'est la direction d'Immobilier Groupe avec les directions ressources humaines qui sont à la manœuvre. Et là, on est passé à la phase 3, ça veut dire le flex, le corpo working, avec des outils divers et variés qui sont l'affichage, l'application mobile, les capteurs de présence, les comptages de personnes. On a introduit également tout ce qui est efficacité avec RSE, tout ce qui est contrôle de la consommation énergétique, contrôle de dépenses en eau, et tout ce qui est confort avec le COV, le contrôle et tout ça, le CO2, pour créer ce parcours intégré de bout en bout. Donc là, c'est en cours. On fera le plaisir de vous accueillir sur nos sites, là où c'est déployé, là où on se trouve actuellement, Lorraine, Gabriel et moi, pour partager cette expérience avec vous et voir comment ça peut être transmise dans votre environnement, parce que ce qu'on a dit dès le début, à chaque entreprise, à chaque client, son environnement, sa culture, et il faut s'adapter au plus près de cette culture et de cet environnement. Ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, ce sont les services. C'est bien de proposer des services. Peut-être, Nicolas, tu pourrais nous passer la vidéo de notre partenaire. Ah oui. Pour montrer aussi la collaboration. Ce petit message pour faire part du plaisir que Sharing Cloud a de travailler avec Orange depuis maintenant plusieurs années. Et c'est d'autant plus un moment essentiel pour nous de travailler avec un acteur comme Orange au moment où toutes les entreprises sont en train de penser à leur retour au bureau, d'organiser durablement la généralisation et la mise en œuvre du télétravail et de son pendant qui est le Flex Office. Donc voilà, on a vraiment une complémentarité très forte entre un éditeur, Sharing Cloud, qui propose les solutions les plus avancées pour la gestion des services aux résidents des bâtiments et
la gestion de ressources dans les bâtiments de bureaux modernes, avec Orange, qui est un acteur évidemment majeur sur le territoire français et européen, et international. Donc voilà, Orange est notre premier partenaire Gold certifié. Donc on est très heureux de ce partenariat et on est certain que avec eux, on va pouvoir accompagner nos grands clients et les moins grands aussi pour la mise en œuvre efficace de solutions pour le Flex Office en particulier et pour, d'une manière générale, l'optimisation de l'expérience utilisateur dans les bâtiments. À très bientôt. Merci. Oui, merci Gabriel pour le rappel, j'étais pris dans mon élan. Le projet, le deuxième, il a été fait avec Sharing Cloud. Peut-être certains ont reconnu un peu le graphisme de leur service, notamment les petites étiquettes avec l'encre électronique, ce qui nous permet également d'adresser des problématiques diverses et variées. Et notamment tout ce qui est la gestion et la maîtrise de ces services. On a vu les services pour les utilisateurs. Également, il y a le pan pour les exploitants. Donc, il faut maîtriser l'environnement de travail, d'autant plus c'est nouveau pour tout le monde. Personne ne sait maintenant comment le site va réagir parce qu'il n'a pas été programmé pour ça. Même les meilleurs GTB, les meilleurs GTBistes, ils n'ont jamais expérimenté ce type de fonctionnement. Donc, il faut avoir un regard au plus près possible de l'utilisation de l'espace. Donc, chaque service qui a été présenté, que ce soit les gestions des salles de réunion, l'indicateur de confort et tout ce qui est consommation énergétique et fluide, il y a les back-office, les dashboards derrière pour montrer comment c'est utilisé heure par heure, jour par jour, quels sont les alertes, quels sont le taux d'occupation, le taux de vacation. Tout cela, c'est fourni par une supervision de chaque service. Et pour aller plus en avant, on va pouvoir également travailler l'ensemble des services d'une manière à avoir une hypervision globale. Ça veut dire avec un seul dashboard, on veut voir l'indicateur de confort, l'indicateur de l'utilisation de l'espace et la consommation de fluide et autres indicateurs également. Le plus intéressant, c'est qu'on va franchir une étape sur le croisement de ces données. Donc la consommation d'énergie par rapport à un espace réellement occupé et non pas théoriquement occupé. C'est ces indicateurs qui vont vous permettre de dire est-ce que ce bâtiment, il accepte d'être réduit à moitié? Est-ce que je peux attendre le flex à 0,5? Avec quel impact? Avec quel ROI? Qu'on va aborder dans quelques instants. C'est le croisement des données qui va permettre de faire tout cela. Et là, c'est quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà expérimenté. Enfin, au-delà, il est déjà déployé, ce que j'ai montré avec l'exemple Orange, avec le suivi de l'énergie, avec le suivi de l'occupation. On est déjà dans ces schémas d'optimisation. Donc tout cela c'est beau, tout cela c'est bien par rapport à l'utilisation et par rapport à tout ce qui est gestion par la suite. Ça nécessite un investissement. Donc qui dit investissement dit argent. Nous avons également payé pour déployer ces services. Mais qui dit investissement dit également retour sur investissement. Donc ce que va présenter Gabriel de slide suivant, c'est quel serait le retour, les gisements de retour sur investissement. Est-ce que c'est de pure perte ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc Gabriel, je te laisse le plaisir de nous présenter ça. Oui, merci Nicolas. Alors il y a beaucoup de questions qui sont posées aussi à Nicolas. Peut-être un tout petit tour sur certaines questions parce qu'il y a une question intéressante. Comment nous avions géré chez Orange, il a répondu en partie avec j'espère qu'on y a répondu avec la présentation du cas Orange, qui est un cas qui concerne de très très nombreux sites. Il y a une question sur certains salariés réfractaires à revenir sur site malgré les éléments indiqués. Donc là, je pense qu'à un moment donné, ça dépasse les solutions techniques. Il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'on a tu as peut-être quelque chose à ajouter, Nicolas, mais déjà, il y a un levier managérial. Il faut absolument qu'on soit capable de dire aussi aux salariés qu'on a besoin de se retrouver ensemble et que ça fait partie aussi de leur engagement dans leur entreprise, à mon avis. Nicolas, tu voulais dire sur ce point? Merci. Je reprends un peu l'exemple de samedi soir de se garer à centre-ville, parce que l'offre
de divertissement ou l'offre de revenir sur site, c'est l'entreprise qui doit créer. Nous, on n'est pas là pour dire à chaque entreprise qu'est-ce que vous allez faire pour attirer les gens. Notre rôle, c'est de préparer à ce que l'expérience de samedi soir au centre-ville se passe le mieux possible. Préparer le parking, préparer le garage, préparer l'accès, préparer les transports en public, préparer l'ambiance de travail, préparer tout pour que cette expérience soit la plus réussie possible. Et c'est ça qui va mener les réfractaires à revenir. Quand ils vont entendre les échos des gens qui disent « Ah, c'était formidable, j'ai vu un tel, j'ai échangé avec un tel, j'ai eu telle information, j'ai travaillé enfin avec telle personne, ça fait longtemps », c'est ça qui va en partie créer l'envie de revenir sur le site. Après, il y a l'entreprise, la culture de l'entreprise qui va ajouter également des facteurs de retour sur site. Voilà comment ça va être géré. Même chez Orange, hein, il y a des gens réfractaires, on est une entreprise comme toute entreprise. Et le bouche à l'oreille, les réunions, quand les personnes qui sont à distance, qui voient que tout le monde est sur site, ou une grande partie, c'est ça qui va créer vraiment l'envie. Et baisser les craintes. Notre rôle également, c'est de vaincre les craintes de retour sur site pour dire que tout est bien maîtrisé, est-ce qu'on vient de montrer. Il y a beaucoup de craintes également sur le niveau sanitaire, ça on peut le garantir, on peut le maîtriser, on peut le suivre, de bureaux, de parking, de parcours, de fluidité. Parfait. Alors, pour vous faire participer aussi dans cette dernière partie, nous lançons notre dernier sondage sur les motivations pour un acteur pour passer en flex et développer la visioconférence sur son site. Donc, tous les outils qui favorisent le travail hybride, à la fois télétravail et travail au bureau. N'hésitez pas à participer sur ce petit sondage. Donc, on a proposé l'intérêt économique et de réduction des coûts, l'adaptation au mode de vie des salariés à l'équilibre pro-perso, l'attractivité de l'entreprise qui en sera valorisée, le développement du sens collectif. Et donc, ça se remplit. Voilà, l'équilibre des modes de vie, l'adaptation au mode de vie tient la tête. L'intérêt économique est bien juste derrière. Et puis les deux autres existent aussi pour vous, représentent aussi un intérêt. Voilà, le sondage est court, mais on voit que effectivement, ce qui domine, c'est l'adaptation au mode de vie. Ça, je pense qu'on est vraiment d'accord parce que ça montre que j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui disait on rentre dans un monde orwellien. Ben, en fait, déjà, c'est une demande de tous maintenant de pouvoir avoir cet équilibre général. Et donc, ce n'est plus du tout vécu comme quelque chose qui serait contre-productif pour nous. Et on est protégé aujourd'hui par un ensemble de réglementations, par le fait qu'on ne mesure pas du tout les personnes pour les fliquer, ça n'a absolument aucun rapport avec ça. C'est des informations, des données d'usage qui permettent de comprendre ce qui se passe d'une façon macro et d'adapter les sites. L'intérêt économique, eh ben, c'est justement le sujet dont je voulais vous parler maintenant. Alors, faut-il que... Voilà. Voilà, donc justement nous avons fait une simulation sur la base de projets qui font partie de ce qu'on a évoqué pour essayer mais en les étendant à une typologie plus générique. Donc on prend l'hypothèse d'une société qui a 900 personnes sur son site, qui pense qu'elle peut passer au taux de 0,65 de flex, donc 600 positions flex de travail, et qui, à ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est la surface économisée. On va prendre une hypothèse de 10 mètres carrés par poste, c'est-à-dire c'est pas que les mètres carrés pour le poste, mais en considérant qu'il y a aussi des mètres carrés complémentaires en général, au-delà du poste de travail nécessaire aux espaces communs.
Donc avec ces hypothèses, et encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, chaque site et chaque particularité ensuite est à regarder, mais on obtient déjà quelque chose d'intéressant avec ces 3000 m² de surface économisés, un budget projet qu'on imagine, alors à la fois équipement Smart Office et à la fois équipement de salle de vidéo sur 5 ans, d'exploitation, salle de vidéo parce que le travail hybride nécessite cette interactivité distante, un budget de 1 million. Eh bien, si on regarde pour un loyer en périphérie de France ou région lyonnaise, à 180 € par mètre carré par an, on a un ROI sur 5 ans de 1,7 million d'euros. Et si on se met dans le cas d'emplacement plus haut de gamme à la Défense ou au centre de Lyon à 350 € par mètre carré, on va obtenir un ROI de 4,2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a complètement amorti le budget projet et on a gagné 4,5 millions, on a économisé 4,5 millions d'euros. Donc évidemment, c'est très très significatif ce passage au flex. Alors, si ça veut bien passer au slide suivant. Voilà. Donc, deuxième point qu'on partage avec vous, les études de satisfaction qu'on avait faites avant la crise, parce qu'évidemment, là, pendant la période 2020, ce n'était pas possible, sur le site Orange de Massy, avait donné un retour. Il y avait un plateau flex et puis il y avait surtout beaucoup d'espaces qui étaient équipés en visio, en facilité pour travailler à distance. On a des gros indicateurs de satisfaction et qui ne sont pas forcément totalement intuitifs sur le travail en équipe, l'intelligence collective, et puis aussi, vous l'aviez souligné, sur l'attractivité, l'ambiance de travail. Donc tous ces indicateurs montrent que les projets les bénéfices sont perçus par les utilisateurs. Et derrière, tous les projets qu'on a pu faire, nos clients, leur DSI ou leur direction immobilière montraient une grande satisfaction. Alors, si on peut passer au slide suivant. Donc, je crois qu'on a dépassé beaucoup l'heure. Je vais être très bref sur l'accompagnement pour passer. Voilà, à la fin de cet échange, d'une part, nous, notre accompagnement, notre spécialité, c'est d'être intégrateur global. Vous l'avez vu, on travaille avec des partenaires, comme c'était illustré avec SharingCloud, mais bien sûr, il y a d'autres partenaires. Mais quand on a un partenaire, on essaye d'avoir une relation basée sur la confiance et l'innovation pour développer de la valeur. Et nous, on se concentre sur notre métier d'intégrateur. En amont, on peut être conseil et apporter des missions d'études de cadrage pour nos clients. Et dans la réalisation de projets, on est capable de prendre en compte l'ensemble des problématiques et des enjeux du projet. Donc tout cela, c'est vraiment la spécialité d'Orange Business Services. Alors on vous avait mis un lien de contact parce que on a un peu dépassé le temps, donc n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse continuer à répondre à vos questions et à partager avec vous sur ce thème, Nicolas, Lorraine et moi-même. Et peut-être répondre aux dernières questions si... Voilà. Est-ce qu'il reste des questions qu'on n'aurait pas traitées? Donc la question du coût
On l'a évoqué, mais chaque projet ensuite se regarde individuellement. Il n'y a pas deux projets pareils. Et puis là, on a mis un projet de taille très importante. Par homothétie, il y a des projets qui peuvent être beaucoup plus modestes, bien entendu. Et donc ça, il faut étudier avec vous les projets au cas par cas. Existe-t-il des solutions pour que nous n'ayons pas à tout ramener de chez nous au bureau? Puisque notre bureau ne nous appartient plus, ce qu'on fait par exemple sur les sites Orange, c'est qu'on dispose de casiers individuels qui permettent de stocker des affaires. Donc certains casiers sont à clé tout simplement, et d'autres sont complètement en ouverture digitale. Et donc avec son smartphone, on peut à la fois accéder au site et à la fois gérer son casier, l'ouvrir et le fermer. Tout ça avec la sécurité embarquée sur le téléphone. Une technologie que nous proposons à tout acteur et compatible avec tout type de fabricant. Et ça permet de garder ses affaires personnelles et à condition de ne pas en avoir de trop. Et puis bien sûr, tout ça va avec le déploiement du paperless, qui est quand même de plus en plus fréquent dans toutes les entreprises. Et on avait une question sur la conduite du changement. Alors, comment avez-vous géré la conduite du changement pour ces nouvelles manières de travailler, ces nouveaux usages? Il y a plusieurs aspects, mais effectivement, c'est une spécialité qui est portée par nos équipes conseils et qui se prépare avec les directions des ressources humaines et avec les directions immobilières. Et là aussi, il faut bien comprendre quels étaient les enjeux de l'acteur qui met en place ces nouvelles solutions pour répondre exactement aux préoccupations qui sont celles de l'entreprise ou de l'acteur public. Et mettre en place, il faut vraiment, c'est très important d'avoir des temps d'accueil, d'avoir une inauguration qui permet de partager sur les nouveautés, pourquoi on les a mis en place, et d'avoir une simplicité du parcours utilisateur. Typiquement, le fait d'avoir, s'il faut une application mobile pour gérer les services, si on n'en a qu'une seule, c'est quand même mieux que si on se retrouve avec 5 applications mobiles qui deviennent là l'usine à gaz pour gérer ces services. Là, un exemple de ce vers quoi nous orientons. Nicolas, tu avais des choses à ajouter? C'est bon? Je pense qu'on... Peut-être juste une dernière question, si en quelques secondes, il y avait une question sur une différence les espaces, les institutions publiques et les entreprises privées. Est-ce qu'on distingue une différence de comportement ou de rapidité d'adoption de ces nouveaux modes de travail? Je peux faire un premier témoignage par rapport au sujet traité, les affaires traitées. Pas tellement, parce que parfois même les institutions publiques sont en avance par rapport au privé, chose étonnante. Parfois ils sont en retard. Les conditions sont un peu différentes parce que les institutions publiques, il y a des ramifications. Tout de suite, on est dans une grosse organisation qu'il faut gérer beaucoup les RH, il faut inclure les gens en amont, alors que dans les entreprises, ça dépend de la culture. Donc, je dirais la différence, c'est par rapport à la culture, par rapport à l'inclusion des personnes, et c'est là où le travail d'accompagnement qu'on fait en amont, il est presque primordial pour savoir adresser les bonnes problématiques et pouvoir mettre presque tout le monde autour de la table, parce que les institutions publiques, ils travaillent assez souvent en silo. Les gens, ils ont du mal à se parler assez généralement, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sachant que ces problématiques touchent tout le monde. Donc, le fait de mettre l'ensemble des participants autour de la table, c'est très bénéfique pour tout le monde. Après, il y a des problématiques de passage au flex, c'est vrai. Les institutions publiques sont plus réticentes que le privé par rapport à ça. Mais c'est une tendance de fond. Ils vont également l'adopter. On voit des appels, des cahiers de charges qui nous arrivent par rapport à des besoins de cette nature.
Merci Nicolas. Bon, je vois aussi le nombre de participants en ligne là, qui diminue assez fortement. Je pense que nous pouvons, et surtout, n'hésitez pas à continuer. Si vous avez d'autres questions ou des détails sur vos projets que vous voulez nous envoyer ou partager avec nous, utilisez bien cette adresse email qui était affichée précédemment, smart.cities@orange.com. De toute façon, là, les documents que nous avons partagés avec vous, donc là, ce document-ci, et puis un autre qui récapitule un petit peu plus de façon exhaustive toute l'offre Smart Building de Orange Business Service, est disponible en téléchargement à la suite de ce webinaire. Et ce webinaire lui-même sera disponible en replay. Et nous vous enverrons le lien très, très prochainement. Un grand merci pour votre participation. Merci à tous. Et bonne fin de journée.